Soyez donc les bienvenus, chers amis, vous l'avez compris, notre série de présentations de candidats et de listes continue, puisque ce soir, nous accueillons avec plaisir la liste Déclic. Est-ce le bon? Bon, ça on le verra tout à l'heure avec nos personnalités qui sont autour de cette table. Ce sont de vraies personnalités, puisque on va commencer, puisque la bienséance l'exige, nous allons commencer par les dames. Nous allons commencer par Madame Joëlle Linor, avec 2 L-E. Madame Joëlle Linor, soyez donc la bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et puis vous nous direz pourquoi vous avez choisi Déclic, on en parlera. Mais avant, nous avons le plaisir de recevoir aussi sur ce plateau Madame Hardy Dessons, de son prénom Marie-Clotilde, soyez la bienvenue. Alors je rappelle que Madame Joëlle Linor est tête de section du Centre-Atlantique. Oui. On est bien d'accord, hein? Oui, oui. D'accord. Et puis Madame Marie-Clotilde Hardy Dessons est tête de section du Nord. Du Nord. Soyez la bienvenue. Merci, merci de nous recevoir. Et puis nous dire aussi pourquoi vous avez choisi Déclic. Ah bien sûr, je vais décliquer tout le temps que vous souhaiteriez avoir des informations. Nous avons 1h30. Et juste à côté de vous, Madame Hardy Dessons, nous avons Monsieur Sainte-Rose. Monsieur Sainte-Rose, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir Monsieur Dessin, bonsoir les téléspectateurs. De votre prénom Serge. Serge. Donc nous dire aussi quand vous avez choisi Déclic. Hein? Et puis vous êtes de la société civile. Vous êtes des élus déjà? Si, je suis conseiller municipal au Troisillet, puisque j'étais candidat en 2020, oui, l'année dernière, au municipal. Des gens qui ne vous connaissent pas. Oui. Merci. Et Madame Linor est 2e adjointe au maire du Robert. D'accord. Donc, elle vient de la société civile, mais aussi du monde politique. Puisque, Madame, vous avez un passé élogieux, que vous ne vous arrêtez pas, Madame Linor. Hein? Vous êtes une battante. Je comprends, Monsieur Philippe Joc, qu'on accueille tout de suite d'ailleurs. Soyez le bienvenu, Monsieur Joc. Merci Monsieur Toussaint de nous accueillir. Nous sommes très heureux d'être à Zouk TV pour cette émission avec vous pendant 1h30. Le bon déclic? Je crois que les Martiniquais ont envie que ça change. Ils ont envie que ça change. Nous avons entendu lors de nos rencontres qui ont commencé il y a 8 ou 9 mois. Nous avons ressenti cette envie de changement des Martiniquais. Nous avons écouté, nous avons pris le temps d'écouter, le temps de réfléchir. Moi j'ai une maxime qui m'accompagne depuis la classe du CE1. Et mon maître d'école de l'époque, M. Peltra, avait écrit au tableau, et je m'en souviens comme si c'était hier, « Réfléchir avant d'agir ». Et donc, collectivement, nous avons réfléchi avant d'agir. Nous avons réfléchi avec les Martiniquais pour leur faire des propositions qui nous semblent répondre à leurs attentes. Voilà. C'est pour ça que nous sommes dans cette démarche citoyenne. Mais vous l'avez dit, sur notre liste, nous avons des gens de la société dite civile, parce que nous sommes tous des citoyens, puis des gens qui ont une expérience politique. Et c'est le mélange de ces personnalités venant de mondes différents qui fait la force de notre équipe Déclic. Nous avons, vous l'avez dit, 2e adjointe au maire du Robert, qui a une expérience longue en politique municipale, qui jusqu'alors ne s'était jamais lancée au niveau territorial, mais qui le fait là, et elle vous dira pourquoi. Vous avez Serge Sainte-Rose, qui est un élu d'opposition au Troisillet, qui aussi, il est modeste, il ne l'a pas dit, il est aussi président d'Europe Écologie Les Verts en Martinique, Caraïbes. Donc nous avons cette dynamique développement durable, cette dynamique écologique que nous portons, avec toutes les transformations que nous avons à mettre en œuvre chez nous. Et puis Marie-Clotilde Hardy Dessons, qui a un passé de sportive, de grande sportive, puis d'enseignante réputée en sport, puis de personnel de direction d'établissement scolaire. Et donc c'est vraiment les 4 de section qui sont à l'image de notre liste, qui ressemblent à la Martinique et qui la rassemblent. Bien. Eh ben, Déclic. Démarche citoyenne, joli pour ne pas me tromper, démarche citoyenne pour l'émergence d'initiatives collectives. On est bien d'accord, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, Monsieur Sainte-Rose, oui. Serge de votre prénom, c'est toujours Serge. Ça n'a pas changé. Monsieur Sainte-Rose, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Déclic? Écoutez, c'est d'abord une rencontre, puisque nous n'avions pas fait encore le choix d'aller sur
nous n'avons pas encore fait le choix d'aller sur une liste. Et lorsque Philippe a pris mon attache il y a 8 mois de cela, nous avons réfléchi. Nous avons réuni l'équipe de Caraïbes Écologie Les Verts Martinique pour savoir est-ce que nous allions dans la démarche collective. Et dans cette démarche, nous avons considéré que nous avions notre place. Parce que je ne vous cache pas qu'à Europe Écologie Les Verts, dont je suis un adhérent, nous avons des projets pour notre territoire. Et le projet de déclic nous permettait de nous exprimer en tout cas sur ça, parce que nous avons beaucoup d'attentes. Alors, déclic, il faut parler de projet. Donc, il y a 10 objectifs. Donc, on aura le temps d'en parler quand même. D'accord? Alors, Madame Marie-Clotilde Hardy-Dessons, c'est long, mais c'est agréable à dire quand même. Madame Marie-Clotilde Hardy-Dessons, vous avez rejoint, vous aussi, la liste Déclic. Quel déclic? Pourquoi vous avez rejoint cette liste? Alors parce qu'en réalité, ça fait longtemps que nous avons travaillé ensemble, Philippe et moi, sur notamment les projets d'orientation qui sont aujourd'hui de la compétence de la collectivité territoriale. Et dans le cadre de ces missions en tant que président du MEDEF, nous avons voulu, au niveau de l'éducation, donner du sens à la formation des jeunes. Pourquoi donner du sens? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un jeune est formé, il faut qu'il puisse se dire à quoi il va servir en tant qu'acteur de la société de demain. Et c'est pour cette raison que lorsque nous avons effectivement élaboré ensemble ce projet avec la communauté éducative, et quand Philippe m'a parlé de cette démarche qu'il avait, de cette démarche citoyenne, de pouvoir présenter un projet global pour la société martiniquaise et donner du sens effectivement à cette jeunesse afin qu'elle puisse s'insérer dans le monde économique martiniquais, je n'ai pu que dire oui, parce qu'en fin de compte, notre objectif avant tout, c'est de préparer la société de demain. Uniquement parce qu'il y a la société d'aujourd'hui aussi. Il y a la société d'aujourd'hui, mais la société d'aujourd'hui, nous sommes dans des constants de mode de fonctionnement où nous ne sommes pas forcément dans le respect des uns et des autres, où nous devons donner aussi à nos jeunes des valeurs à partager. Et pour donner des valeurs à partager, il faut déjà les maîtriser et puis savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour demain. C'est vous ça? Ah oui, d'accord. Donc, parlez toujours de demain. Pas, bon, d'accord, on verra ça tout à l'heure. On verra pour aujourd'hui. On verra pour aujourd'hui. Parce que moi, je vis là aujourd'hui, je veux vivre une vie agréable. Il n'est pas trop tard. Donc, j'ai envie de vivre. Je ne vais pas attendre demain. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais demain, c'est dans 5 minutes. Vous verrez. Mais moi, je veux tout de suite. Vous verrez que nos objectifs, on a un gros accent mis sur l'amélioration de la qualité de vie des Martiniquaises et des Martiniquais. Ah ben on verra ça tout à l'heure, Monsieur Joc. Mais est-ce qu'on peut demander à Madame Linor et ses motivations pour cette liste? Bien, comme vous savez, je suis élue deuxième adjointe à la ville du Robert. Et je suis une élue de proximité et je suis tous les jours sollicitée pour les dossiers des personnes âgées, les dossiers des services sociaux. Robert, c'est bien ça. Robert, parce que nous avons des... Il y en a beaucoup. Des dossiers au niveau du service social. Oui, c'est plutôt des dossiers, vous savez, d'aide à l'amélioration de l'hôpital, de logement, ou encore des aides d'appât pour avoir des personnes qui pourraient les aider, à avoir une tierce personne pour les aider. Donc, et comme depuis quelque temps, je me suis rendu compte que les dossiers à la CTM traînaient. C'est-à-dire qu'un dossier ne peut pas prendre plus de 6 mois pour avoir une réponse. 6 mois, c'est trop long, non? C'est trop long, c'est trop long. Il y a des gens qui attendent. Voilà, et il y a des gens qui attendent. Il y a des familles aussi en souffrance. Voilà. Donc, ce qui fait que je me suis engagée auprès de Déclic, parce que je pense que Déclic, avec Philippe Joc, c'est une équipe qui a une vision. Et une vision d'une Martinique qui sera forte et fière avec nous, d'une Martinique qui n'a pas peur de regarder le monde en face, une Martinique qui prendra soin de tous ses enfants, une Martinique durable et une Martinique ambitieuse. Parce qu'il faut savoir que depuis quelque temps, la Martinique est en train de stagner dans des... Ah bon? Vous pensez? Oui. Je pense qu'il y a trop de dossiers qui n'avancent pas. Joël est gentil. Elle dit stagner, nous on dit régresser. D'où votre présence alors? Oui, je voudrais mettre en place les solutions qu'il faudra faire pour que nous puissions avancer avec nos personnes vulnérables. Alors, je constate, Madame Linor, que vous avez parlé
de côté social. Oui. Or, je sais que M. Philippe Joc est quand même président, enfin, je ne sais pas s'il est toujours président des entrepreneurs, on va dire ça comme ça. Mais vous savez, il ne faut pas dissocier le social de l'économique. Et pendant trop longtemps, on a dissocié les deux. Moi, je suis effectivement entrepreneur, vous l'avez dit, et je l'assume. Je crois très sincèrement que le développement de l'emploi à la Martinique passe dorénavant par le secteur privé, par l'entreprise. Les collectivités n'ont plus les moyens d'assurer l'embauche des Martiniquaises et des Martiniquaises comme ça se fait par le passé. Est-ce vraiment leur rôle? Mais non, on sait bien, mais pendant longtemps, faute d'alternatives, les communes ont recruté. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc nous pensons vraiment qu'il faut que l'entreprise prenne toute sa place en matière de création d'emplois, création d'activités, mais il ne faut jamais dissocier le social. Et moi, quand j'étais président du MEDEF, parce que c'est un constat partagé par tous, j'étais attaché... Dites que c'est le MEDEF. Alors c'est le mouvement des entreprises de France, c'est-à-dire le syndicat patronal, voilà. pour ceux qui nous écoutent. Mais j'étais le premier président de cette organisation à me rendre à la maison des syndicats pour échanger avec les partenaires sociaux, pour leur dire que nous ne pourrions pas faire avancer la Martinique si nous ne nous causons pas entre Martiniquais. Ouais. Et qu'il faut qu'à un moment, on laisse de côté les sujets polémiques et qu'on avance sur les sujets de la formation, qui ne sont pas des sujets clivants, qui séparent, sur les sujets des conditions de travail, sur les sujets du fait syndical martiniquais. Et tout ça pour vous dire que aujourd'hui, cette composante que nous avons dans l'équipe Déclic, cette composante, elle est à la fois sociale et économique. On ne fera pas la Martinique marcher sur un seul pied. Il faut avancer avec les deux pieds aussi forts. Alors, je posais la question en début d'émission, de me dire comment vous avez vécu de l'extérieur, parce que je crois qu'aucun d'entre vous ici présent là sur le plateau ce soir n'a fait partie de la CTM. Alors donc avec votre regard extérieur, comment vous avez vécu ces 6 années, enfin, cette mandature à la CTM? Comment vous avez vécu ça, Madame Hardy des Sources? Alors, je parlais tout à l'heure de respect et on voit bien qu'au niveau de on parle de cette mandature, mais depuis quand même plus de 20 ans, on constate qu'on a eu ting, bang, bang, ting, et on est toujours dans des querelles de personnes. Pas très gentil, ça. Mais c'est un constat. Vous m'avez demandé de faire le constat, oui, je fais le constat. Et ce qui est gênant dans cette affaire, c'est qu'au centre de tout cela, il y a une population. Or, au centre pour qu'on puisse faire corps avec cette population, il faut qu'on arrête nos querelles intestines et qu'on mette nos compétences au service de la population. Parce que tout le monde dit, on vient pour le peuple. Mais on se querelle, on passe du temps à ne pas régler un certain nombre de problèmes qui concernent chaque Martiniquais, dans le domaine dans lequel je suis particulièrement, au niveau de l'éducation. On vous dit, bon, il y a l'État, il y a la collectivité territoriale. Or, nous sommes dans l'obligation de mettre en place des contrats d'objectifs. Si on ne se parle pas, à quel moment on met le contrat d'objectif en place? Personne ne... Quand on regarde dans le rétroviseur, il y a eu la réforme du bac, il y a eu des problèmes de transport qui sont liés à ça. Il y a aussi des transformations qui vont se faire au niveau de l'éducation. Si on ne se met pas autour d'une table pour pouvoir anticiper, on aura forcément des gens qui seront en difficulté. Ne parlons pas des inégalités sur l'école inclusive, où vous avez des bâtiments qui sont très vétustes, où vous avez des bâtiments qui ne peuvent pas recevoir des porteurs d'handicap. Donc tout cela fait que des établissements qui n'ont pas eu d'eau parce que le problème de ces guidots n'a pas été réglé depuis plus de 20 ans. Donc vous voyez bien qu'il y a 11 ans. pour nous un certain nombre de difficultés qui ne sont pas mises à plat parce qu'on ne se parle plus et qu'on est dans le pouvoir. Or, nous ne sommes pas dans cette logique. Alors, moi, je disais, parce que vous avez parlé de Think Bank, Bank Ting, c'est ça, depuis plus de 20 ans. Non, mais je vous disais que là, c'est un peu, je ne veux pas dire insulter les Martiniquais, parce que ce sont les Martiniquais qui mettent ces personnes au pouvoir. Donc, ils ne sont pas là, ils ne se sont pas imposés, ni par la force, ni autrement. Ils ne sont pas imposés, mais ils se sont mis là. Mais non, ils ont été élus démocratiquement. Ce sont les Martiniquais, alors ils se font couillonner depuis 20 ans. Mais comment alors ça veut dire qu'ils sont couillons? Non, monsieur Toussaint, je ne me permettrai pas. Monsieur Toussaint, je ne me permettrai pas de le dire. Vous m'interrogez. Vous m'interrogez. C'est pour ça que je vous dis
que c'est pour ça que je vous disais que c'était pas très gentil de dire ça comme ça, parce que ce sont des Martiniquais qui mettent au pouvoir des Martiniquais. C'est une population qui pense que bon ben voilà, c'est Mounta qui a apporté espoir en nous. C'est avec ces personnes-là qu'on veut faire un bout de chemin. C'est une alternance. Ben, voilà. J'ai employé là une expression tout à fait martiniquaise, Tinguebang. Mais je vais vous dire que les Martiniquais, effectivement, ont fait confiance à un certain nombre d'hommes politiques. Et aujourd'hui, ils se rendent bien compte que cette confiance qu'ils avaient en ces hommes politiques, elle ne peut plus se pérenniser dans la mesure où cette gouvernance depuis des années n'a pas pu régler un certain nombre de problèmes et elle est en décadence. Donc il faut la remplacer. Mais vous savez, M. Toussaint, interrogeons-nous sur le taux de participation aux élections. Et vous voyez bien que nos élus, nous sommes des démocrates, donc on considère parfaitement qu'ils sont légitimes, mais interrogeons-nous sur le désintérêt des Martiniquaises et des Martiniquais pour la chose publique et les élections. Depuis que nous sommes sur le terrain, depuis 7 ou 8 mois que nous rencontrons les Martiniquaises et les Martiniquais, le premier effort que nous avons à faire, c'est de les convaincre qu'il faudra aller voter aux prochaines élections. Parce qu'ils disent non, on n'y croit plus. Et c'est pas faire injure aux hommes politiques que de dire qu'aujourd'hui, il y a un désintérêt. Alors, c'est peut-être lié au fait que les partis politiques, malgré tout le respect que j'ai pour eux, ne répondent plus aux aspirations des Martiniquaises et des Martiniquais. Et c'est ça la vraie question. Et nous disons, attention, est-ce qu'on doit continuer avec ces idéologies? Est-ce qu'on doit continuer avec ces histoires passées? Est-ce que ce sont des idéologies vraiment? Oui. Ben, elles ressortent au moment des élections. Après, c'est vrai que ça se tasse. Oui. Je fais le même constat que vous. Mais vraiment, je vous dis, ce matin encore, nous étions avec Serge à Sainte-Luce. C'est à Sainte-Rose, à Sainte-Luce. Oui. Ah oui, c'est vrai que vous avez raison. Oui. Soyons attentifs. Il y en a plusieurs. Populaires. Il y en a plusieurs. Mais nous étions avec Serge Sainte-Rose à Sainte-Luce ce matin. Ici présent d'ailleurs. Oui, ici présent. Et c'est vrai que la plupart des gens qu'on rencontrait, on a passé du temps avec ces personnes. Elles nous disaient, vous savez, est-ce que ça vaut la peine qu'on aille voter? Parce que nos préoccupations ne sont pas prises en compte. Parce que les attentes que nous avons et qui sont formulées, que nos élus connaissent, chaque fois qu'ils viennent nous voir, ils nous disent, nous qui fait ça bord, nous qui réglé ça bord, l'année prochaine ça qui allait mieux, et puis prochaine élection, il va virer, et puis rien n'est pas fait. Alors, si on l'a qu'à dire nous, nous autres cas, semble ça qui, les potentiels souffle nouveau, alors nous qu'à écouter cette musique-là. Maintenant, ce qu'on leur dit, c'est que ce sont eux les acteurs du changement. S'ils veulent que ça change, c'est à eux, avec le bulletin de vote, de faire en sorte qu'il y ait plus de participation et que leurs voix soient entendues. Parce que nous sommes là pour mettre en œuvre ce que nous avons entendu de nos échanges avec eux. Alors, tout ne peut pas être fait. Et c'est vrai que si vous interrogez sur le bilan, on peut faire le constat qu'un certain nombre de mesures ont été prises, un certain nombre de dispositions ont été... La CTM actuelle. Un certain nombre de dispositions ont été mises en œuvre et on peut les saluer. Nous ne sommes pas de ceux qui disent rien n'a été fait en 5 ans. Le premier constat que je fais, c'est de dire que il n'était pas aisé de mettre en place cette collectivité unique. Il a fallu passer d'un conseil général que les Martiniquais aimaient beaucoup, parce que c'était l'institution la plus ancienne. Que la Guadeloupe a gardé. Un conseil régional, faire tout ça fonctionner ensemble. Il me revient, mais je n'étais pas là à l'époque, il me revient que cette fusion a été insuffisamment préparée et que donc l'équipe sortante a eu à mettre en place un certain nombre de mesures. Tout n'est pas parfait, mais on peut leur donner crédit de ce que ça a fonctionné. Maintenant, il reste à non, l'institution a fonctionné. Voilà. On peut pas dire le contraire. Alors il y a des choses à régler parce qu'il y a manifestement des interprétations différentes et divergentes sur le rôle du président du conseil exécutif et celui du président de l'Assemblée. Et j'ai envie de dire, mais c'est sous la forme de boutade, j'ai envie de dire à nos parlementaires qui sont candidats quasiment tous à la collectivité territoriale de Martinique, qu'il serait bien qu'ils restent à l'Assemblée pour s'occuper de la loi 4D, la fameuse loi qui va permettre de décomplexifier, de décentraliser, de déconcentrer les institutions, mais pour défendre nos particularités, faire en sorte que sur ce sujet du fonctionnement, on ait des réponses claires. Que rester là-bas. Ouais, c'est ce que je leur propose, c'est ce que je leur suggère. Mais vous comprenez bien que je ne suis pas objectif en disant ça, puisque ils sont tous candidats. Ils sont tous candidats aux élections, quasiment tous. Alors moi je pose la question à Mme Hardy-Dessources, mais je n'ai pas posé la question à Mme Dunord. Allez-y. Chère Mme Dunord, Joël, mais comment vous avez vécu ça
de loin, de l'extérieur, peut-être pas de loin parce que vous êtes quand même assez impliqué s'agissant de la politique au niveau de la CTM. Comment vous avez vécu ça? Il y a des choses qui vous ont plu, vous ont pas plu? Un petit bilan rapide de tout ça? Bien, tout d'abord, il faut savoir que je pense que toute la population pouvait voir les discussions qui se passaient durant les séances à la CTM. Voilà, oui. Mais pendant ce temps, je pense que ils restaient trop longtemps à traîner sur des dossiers, sur des décisions. Et pendant ce temps, la population était en souffrance en train d'attendre. Donc je me dis qu'il n'y avait jamais d'entente entre l'exécutif et l'Assemblée. Donc, et de plus, les dossiers qui stagnent sur un bureau, donc c'est une seule personne qui a le droit de signer. Le président? Ben oui, et c'est à son bon vouloir. Donc je pense que maintenant, il faudrait que nous essayions de... De ce côté-là, vous allez changer les choses alors? Oui, non, je vous ai dit tout à l'heure que j'aurais aimé que les dossiers restent à peu près 3 mois pour avoir une réponse. Ouais. Parce que je vous assure que j'ai accompagné des gens où les dossiers jusqu'ici n'ont pas de réponse. Même 3 mois, c'est long. Je dis 3 mois. Alors au début, je peux dire 3 mois. C'est un engagement que nous prenons, et ce que dit Joël Lino est important. L'engagement que nous prenons, c'est de faire en sorte qu'aucune demande formulée à la collectivité n'ait un délai de réponse supérieur à 3 mois. On pourra certainement faire plus vite, et on devra faire plus vite sur les sujets de l'aide sociale notamment. Mais l'engagement que nous prenons, c'est que les demandes d'ordre social, les demandes concernant les personnes âgées, les demandes concernant les subventions, les demandes concernant les associations ne devraient pas avoir des délais de réponse aussi longs. Alors, je ne jette la pierre à personne. Le constat est que vous avez des dossiers qui ont traîné pendant de nombreux mois. Et c'est un vrai problème. Quand vous avez une personne âgée qui fait une demande, et Joël en parlera mieux que moi, et que la réponse surtout pour l'amélioration d'une habitation. L'APA. La réponse intervient alors que la personne est déjà décédée. Voilà. Et même pour les placements en hébergement, en EHPAD, voilà, ce sont des constats que j'ai pu... Vous avez relevé de toute façon. Alors, Monsieur Serge Sainte-Rose, j'ai cru comprendre. Alors, est-ce qu'il fallait... Vous avez peur? Est-ce Il vous fait peur? Dites-moi. J'ai l'impression que vous êtes la défensive quand vous regardez Serge. C'est un garçon charmant, je vous assure. Est-ce qu'il fallait vraiment... Bon, le débat est passé, unifier... Conseil général, conseil régional. Moi, j'ai un avis assez... mon avis, qui est l'avis en tout cas notre avis au niveau de Caraïbes Écologie l'hiver. Et j'ai échangé dessus dans une première entrevue. C'était un modèle qui n'était pas, sur lequel on n'était pas encore... et qui n'était pas adapté déjà à notre territoire. Parce que vous savez... cette erreur d'avoir fait une région monodépartementale et aujourd'hui une CTM, pour moi, constitue justement l'objet de la problématique. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. On a dit que l'institution était mal organisée, qu'on avait trop de pouvoirs, qu'il y avait des pouvoirs qui s'enchevêtraient entre conseil général et conseil régional, et on arrive aujourd'hui à une espèce de monstre avec une tête et qui n'arrive pas elle-même à l'intérieur d'être gérée. Et vous l'avez vu, les Martiniquais ont fait confiance, en tout cas, à une équipe en croyant que enfin la droite et les indépendantistes allaient arriver à travailler, mais il y avait une question d'idéologie, quoi qu'il en soit. Il y a de l'idéologie, vous savez, le drapeau et autres, ce sont des idéologies. Aujourd'hui, je pense que les Martiniquais attendent autre chose. Ils avaient un espoir. On a assisté à un organe qui n'a pas fonctionné comme il devait fonctionner, c'est-à-dire en sérénité, un organe délibérant qui devait être force de proposition, un organe qui travaillerait avec cet organe délibérant, qui est l'exécutif. Mais aujourd'hui, on a eu des personnalités qui se sont exprimées. On avait l'impression que l'opposition était de l'intérieur même de cette organisation. Nous considérons que, bon, écoutez, une vraie région, parce qu'on parle de région, on a tendance à municipaliser la région. Là, on parle de développement économique, on parle de formation, on parle de transport, on parle de vraiment de la mise en place de projets pour l'aménagement du territoire. Regardez, on a un SAR qui est obsolète depuis 1997, de mémoire, on fait un PAGMA. Vous savez qu'il n'est pas opposable. Il n'est pas opposable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on va sur le contrôle de la légalité de cet outil d'aménagement, qui n'est même pas en concertation avec les territoires, alors qu'aujourd'hui, on va le voir que nous avons des terres en friche, nous avons des pertes de terres agricoles, on n'a pas de réflexion. Donc je pense que là-dessus, il
faut qu'on ramène un peu de sérénité dans cet hémicycle pour qu'on puisse travailler sur les projets. On a aujourd'hui des inégalités qui se creusent entre sur le territoire. De toute façon, la structure même de la CTM. Vous savez, tout est question de débat. Sur un même secteur où on a aujourd'hui trois territoires, Guyane, Guadeloupe, Martinique, nous avons trois mêmes types d'entités. Donc il peut y avoir à un moment donné, en tout cas pour mon groupe qui est Caraïbes Écologie des Verts, une discussion sur cette thématique. Mais c'est vrai que ce que Serge Sainte-Rose évoque et ce que vous évoquez, c'est est-ce qu'une structure, collectivité unique, avec un conseil exécutif et une assemblée, c'était pertinent? Notre avis, avec le recul, c'est que une assemblée délibérante, ça a du sens si on a un pouvoir législatif, si on a un pouvoir... Il y a un petit pouvoir législatif. Il est tellement petit que... Est-ce qu'une structure, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Guyane avec une assemblée permanente, une commission permanente, n'aurait pas été plus pertinente? Mais c'est fait, on fera avec, on fera en sorte qu'à la marge, les ajustements soient mis en œuvre. Je pense qu'avec un bon règlement intérieur, on peut arriver à régler les relations entre l'Assemblée et le Conseil exécutif. Et si ça ne suffisait pas, je rappelle qu'avec la loi 4D, nos parlementaires ont la possibilité d'ajuster. Ben, ça viendra. Ça arrive bientôt. Oui. Quand vous serez là, au bout de 5 ans... Non, mais déjà, quelque chose de pratique et de concret. Comme les Martiniquais nous font confiance et que nous serons à la CTM au mois de juillet, le président de l'Assemblée et le président du Conseil exécutif seront dans le même hôtel. Ils ne seront plus l'un à Plateau-Roi et l'autre à l'Avenue des Caraïbes. On fera en sorte que, pour une communication plus aisée, plus facile, plus fluide, on sera dans le même hôtel avec 2 bureaux qui communiquent avec un secrétariat commun. Ça n'a l'air de rien, mais pour communiquer, pour faire avancer les choses, se voir tous les jours, échanger sans animosité. Pour ne pas donner ce spectacle, par exemple. Pour ne pas donner le spectacle qu'on a connu. Voilà. Et donc, effectivement, ça ne grandit pas la Martinique. Quoi qu'on en dise, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça ne grandit pas la Martinique. Voilà. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut une gouvernance apaisée, qu'il faut qu'elle soit moderne et efficace, et que dans les mesures concrètes, pratiques, qui prendront pas de temps et qui coûteront rien à la collectivité, c'est faire en sorte qu'on est sur le même plateau. Alors, je sais que c'est pas pareil en Corse ils sont à 100 km l'un de l'autre, mais le fonctionnement passé des 5 dernières années nous invite à nous dire il faut apaiser tout ça. C'est un point de détail, mais qui a son importance. Alors, donc, vous êtes là, donc, tout ce qui est politique, il y a toutes les politiques publiques, mais vous êtes là aussi, dans ces politiques publiques, vous êtes là pour faire du bien au peuple martiniquais. Très clairement. On est bien d'accord. Mais est-ce que vous avez des objectifs pour ça? Si vous êtes là, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la chose? Par exemple, je prends un exemple. On entend dire souvent, la Martinique, c'est le département le plus vieux de France. Bon, département, territoire, peu importe. Plus vieux de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait plus d'enfants, une population qui continue à grandir, un baby boomer, on va dire ça comme ça, et qu'on n'a plus de jeunes en Martinique. Pourquoi? Parce que, est-ce que d'après vous, on ne créerait pas les conditions pour que ces jeunes-là partent? Parce que tu as des embouteillages, pas de boulot, on ne crée pas les entreprises périclites. Est-ce que c'est pas aussi... Je pose plusieurs questions en une seule. Est-ce que la CTM, c'est pas son rôle aussi de retenir sa population, peut-être en développant et en organisant, je ne sais pas comment, tout ce qui est entreprise, au moins les accompagner, les entreprises, permettre qu'il y ait une circulation peut-être un petit peu plus fluide. Alors là encore, je ne sais pas comment, c'est votre réflexion à vous. Et puis aussi le logement. Comment faire? Monsieur Toussaint, vous avez lu le programme, c'est pas possible. Vous êtes en train de le décliner. Non, mais vraiment. Je vous félicite pour votre esprit de synthèse et votre faculté à intégrer aussi vite les 178 propositions. On vous l'a donné il y a une demi-heure. Et vous ressentez déjà avec une facilité, une aisance nos propositions. Quelle manière à droite de dire que c'est ce que vous avez déjà dans le programme? Mais vous l'avez compris, mais vous parlez des jeunes
Marie-Clotilde en parlera mieux que moi, mais je voudrais quand même dire... C'est pas parce qu'elle est jeune. Non. Bah, Non, c'est parce qu'elle Aussi. est au contact au quotidien, en sa qualité de chef d'établissement. Donc elle est au contact de cette jeunesse martiniquaise et elle a formé nombre de lycéens brillants. Au lycée Acajou 2, quand on fait le point de ceux qui sont sortis de ce lycée et qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité partout dans le monde, on peut être impressionné. Elle les a pas tous formés, c'est vrai, mais un certain nombre d'entre eux. Et ce que je veux vous dire, c'est que cette jeunesse qui ne revient pas, elle nous dit très clairement, je ne reviens pas parce que notre pays n'est pas attractif. Et, on ne peut pas se loger, on a du mal à se déplacer à l'intérieur, mais aussi de chez nous vers nos voisins, c'est compliqué. On revient, on n'a pas des rémunérations qui correspondent à ce que nous aurions pu avoir si nous étions restés dans l'Hexagone. Donc, globalement, ils disent, qu'est-ce qu'on vient faire? Ou ailleurs. Parce qu'ils sont aujourd'hui citoyens du monde, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient faire? Alors, nous avons sur ces thématiques-là de nombreuses propositions pour leur permettre de revenir sur le logement. Il y a un problème de logement quand ils reviennent. Il y a 32 000 logements du parc privé qui aujourd'hui sont vacants. En Martinique. 32 000 logements vacants dans le parc privé. Et ces logements sont vacants très souvent parce que les propriétaires n'ont plus les moyens de le mettre aux normes, de le rénover pour le mettre en location. Alors nous avons une proposition qui est simple, pratique, facile à mettre en œuvre. C'est une convention entre le propriétaire, un bailleur social parce qu'ils ont l'habitude de gérer ce type d'opération, et la collectivité qui donnera sa garantie aux emprunts que le bailleur social fera pour rénover ces logements. Les logements seront mis en location dans le parc privé, c'est-à-dire qu'on ne sera pas sur du logement social avec des conditions de ressources. Et nos jeunes, et moins jeunes qui reviennent, ils pourront se loger. C'est une des premières difficultés qu'ils évoquent. C'est ça. Ils disent on ne peut pas se loger. Et ce problème, Serge Saint-Rose le connaît encore mieux que nous, parce que le Sud, qui a une vocation touristique très grande, la plupart des logements sont loués en saisonnier. Et donc vous savez bien qu'un jeune qui revient, il n'a pas les moyens de se payer le logement à 1 000 € la semaine. Donc il y a à rendre ce pays attractif avec du logement, avec de la mobilité, avec des mesures à prendre pour que on ait de la qualité de vie, qu'on ait de l'eau au robinet tous les jours, qu'on ait un assainissement satisfaisant, que les jeunes puissent se déplacer. Voilà. Alors, Madame Hardy-Dessos, puisque M. Joc me suggère que vous seriez plus apte à en parler. Alors, je veux dire que par rapport au vieillissement de la population, permettez que je puisse vous dire que vous avez chaque année 4 500 jeunes qui réussissent au baccalauréat. Sur ces 4 500 jeunes, vous en avez combien qui restent au niveau de la Martinique? Mais à peine 10%. Pourquoi? Parce qu'en réalité, notre université est malade, d'une part. D'autre part, c'est le même cancan. D'autre part, on n'a pas une vision, donc un plan éducatif territorial permettant de dire de l'école maternelle jusqu'à l'université, qu'est-ce que nous faisons afin que nos jeunes puissent avoir une lisibilité de parcours. Ce qui permettrait à ces jeunes, quand ils arrivent en terminale, vous avez un dispositif qui s'appelle Parcoursup, ils auraient choisi des formations qui sont adaptées et qui, plus est, seraient en adéquation avec les entreprises martiniquaises. Parce que si nous, à partir du moment que nous serons au niveau de la collectivité territoriale, il y aura une étude qui nous permettra de savoir dans les entreprises quels sont les besoins. Deuxièmement, dans les entreprises, quels sont ceux qui vont partir à la retraite. À partir de là, puisque la formation est d'une compétence de la collectivité territoriale, il nous appartiendra de mettre en place des cartes de formation avec un maillage du territoire permettant que du sud au nord, on ait des formations permettant... Mais bien sûr, monsieur, je l'ai expérimenté dans mon établissement scolaire et je peux vous dire que ce sont des choses qui peuvent se mettre en place. Par exemple, je prends le cas du lycée Joseph Pernoc. Vous avez au Lorrain, vous avez un établissement qui forme au métier de l'eau. Pourquoi ne pas faire monter cet établissement en compétence sur tout ce qui est formation de la canalisation, ce qui répondrait rapidement aux besoins par rapport à la réalité de l'eau que nous connaissons, faire monter en maintenance de la canalisation. Vous avez un établissement qui est en qualité dans biodiversité alimentaire. Nous avons le Nord qui est un grenier, monter en compétence sur tout ce qui est biodiversité agricole, on pourrait le faire. Et ça se fait en partenariat avec les lycées agricoles et le parc d'activités agricoles de la Martinique. Donc on voit bien que dans ce cadre-là, toute la partie énergétique
qui est du domaine de l'eau, qui est du domaine de l'énergie solaire, qui est du domaine du traitement des déchets, tout cela peut faire partie d'un campus des métiers qui permettrait à nos jeunes, sur l'ensemble du territoire, de travailler. Et pourquoi vous avez ne pas aujourd'hui, collaborer avec la Guadeloupe? mais vous avez aujourd'hui, mais la Guadeloupe l'a fait, mais nous sommes dans le fait de dire que c'est les trucs de l'État, alors qu'il y a des fonds européens qui nous permettent de le faire. Et quand on voit par exemple qu'il y a un campus des métiers de la mer et qu'on nous dit aujourd'hui qu'on va mettre un lycée de la mer au Robert, on peut se poser la question, comment, avec une formation Yole et Gommier, j'aurais aimé qu'on me dise quels sont les titres qui seront donnés, quels sont les diplômes qui seront délivrés. Parce que c'est trop endémique à la Martinique, peut-être. Non, parce que ça se fait déjà. Dans tous les établissements scolaires, on n'a pas attendu pour le faire. Depuis 1982, il y a eu dans les établissements scolaires l'apprentissage des activités autour du gommier, de la yole, et les élèves pratiques, autour de la danse traditionnelle et les élèves pratiques. Par contre, on peut effectivement faire monter en compétence sur de la réparation, mais on n'a pas besoin de créer un lycée, c'est tromper la population que de le dire. On peut faire monter en compétence dans des établissements scolaires et avoir un maillage du territoire permettant effectivement à nos jeunes de rester. Donc de ce fait, on va lutter contre le vieillissement, on ne va pas faire aller virer, parce que quand on fait aller, nous pas qu'à virer. Sur le lycée de la mer, tu veux dire que certains ont trompé non seulement la population, mais Félix Mérine. un yoléa célèbre. Allez-y, Oui, monsieur. tout à fait. Alors, on on parle du vieillissement de la population depuis une dizaine d'années. Le Conseil général de l'époque avait fait une étude dessus. Mais qu'avons-nous fait? Alors on dit que c'est une silver economy. Sauf quand on parle de silver economy, c'est qu'il y a un marché de ceux qui peuvent contribuer et acheter dans cette silver economy, c'est-à-dire les personnes âgées qui achètent. Or, on a un pouvoir d'achat très bas. Donc aujourd'hui, on est en train de s'orienter vers... Alors j'ai vu qu'on a sorti plein de résidences seniors, en logement social, en parquant les personnes âgées de plus de 50 ans, parce qu'ils ont considéré qu'à partir de 50-55 ans, on était personnes âgées dans la définition, et qu'on les mettait, comme par exemple ce qui a été fait sur la commune du Saint-Esprit, des cantonnements. Moi, je dis que ce n'est pas le modèle. Aujourd'hui, le modèle n'est pas celui-là. Il faut garder les personnes âgées chez elles, contribuer à l'aménagement et à préparer ces maisons pour qu'elles puissent accueillir dans l'aménagement les personnes âgées, qu'elles y demeurent, avec des conventions qu'on va signer qui existent déjà sur certains EHPAD où on a, par exemple, un appel qui permet de savoir quand j'ai un souci, il y a quelqu'un qui vient, d'accord? Et puis, qu'on permette de conserver. Parce que quand on fait des EHPAD et qu'on met des personnes âgées non dépendantes dans ces EHPAD, et on ne peut pas en construire pléthore d'EHPAD parce que ça a un coût, eh bien, qu'est-ce qu'on produit? On produit justement une rupture générationnelle. Mais aussi, quand une personne âgée qui a des ressources, de faibles ressources, va en EHPAD, son logement va être récupéré par la collectivité qui a contribuer à son hébergement, c'est 3 000 € à peu près, un hébergement de personnes âgées dépendantes. Et donc les héritiers vont se voir déposséder de la propriété au décès de leur maman ou de leur papa de cet établissement. Donc on est en train de creuser justement de plus en plus un écart. Donc on doit avoir une réflexion dessus, une vraie réflexion d'aménagement. Et là-dessus, on a prévu cela. Parce que nous travaillons, moi vous savez, j'ai travaillé dessus parce que j'étais en SEM pendant 10 ans. J'ai eu à travailler, à être responsable de NOPCA, président de NOPCA. On faisait de la formation aussi, parce qu'on a parlé de formation. Mais des jeunes qui partent. Aujourd'hui, la Martinique perd 10 personnes par jour. Et ce qui va se passer, et certains nous l'ont dit, les anciens vont suivre. Quand les jeunes vont s'installer en métropole, ils vont faire maman et papa venir. Donc on va pas être le département le plus jeune, mais le département qui va perdre le plus de population et qui va voir cette population diminuer. Si aujourd'hui on ne travaille pas sur l'attractivité, Philippe l'a dit, l'attractivité du territoire, c'est quoi? C'est construire des filières, c'est réfléchir à de nouvelles filières, réfléchir à des filières sur le solaire, donc l'énergie renouvelable. Vous savez, ça va être notre cœur, nous, d'objectifs sur cette collectivité, mais réfléchir aussi aux filières agricoles. Aujourd'hui, on a chez nous la présidente, Mme Ritori, qui est vice-présidente de la Chambre d'agriculture, qui a fait le choix de passer à la... Voilà.
à l'agriculture biologique. Et qui est une femme brillante, mais qui là-dessus nous a apporté des constats que la surface agricole utile diminue. Et aujourd'hui, 41% de notre production n'est orientée que sur la banane et la canne. Et ça fait des années. Et ça fait des années. Alors, il n'est pas question de pouvoir aller toucher sur cette surface agricole. On va augmenter cette surface agricole parce qu'on doit avoir une réflexion. Je vous parlais du PAGMA qui est à la place du SAR. Aujourd'hui, il va falloir qu'on ait une vraie réflexion pour qu'on retrouve de nouvelles terres en friche. 12 000 hectares aujourd'hui, près de 12 000 hectares de mémoire sont en friche. C'est le ministère... Non, c'est 24... Alors, on a 22 000 surfaces agricoles utilisées et 24 000 en friche. C'est-à-dire que si on veut diversifier l'agriculture, on n'a pas besoin de réduire la part qui est plantée en banane ou en canne. C'est pas ça l'objet. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une agriculture qui nourrit sa population. Et faisons le constat que depuis des années, on n'a pas pris cette direction. L'autosuffisance alimentaire. Oui, aujourd'hui tout le monde en parle. Depuis les élections, la campagne, tout le monde en parle. Mais avant ça aussi. La plupart de ceux qui sont candidats, dit les grands candidats, ont été aux affaires depuis 10 ans. Plus. Au moins 10 ans. Au moins 3. Et les vraies orientations pour les aides européennes, notamment celles du POSEI, qui sont aujourd'hui à 74% sur la banane, c'est bien. Moi, je ne veux pas qu'on enlève je veux pas qu'on dise que la banane ne sert à rien. Je dis simplement qu'il faut qu'il y ait un meilleur équilibre des aides européennes pour que la diversification agricole prenne son ampleur, son envol, et qu'on ait une agriculture qui nourrit sa population. Mais une chose que je ne comprends pas, je voulais d'abord avant, à propos de l'agriculture, mais je voulais d'abord, parce que vous avez parlé, Madame Hardy-Lessons, de ces jeunes, mais surtout diplômés. Oui. Mais Madame, alors Joël, par contre je me rappelle plus. Linor. Joël Linor, Madame Joël Linor, vous savez, on a aussi cette jeunesse qui est un peu en déshérence, qui est sans diplôme. Et que fait-on de cette jeunesse-là? Parce qu'il faudra aussi, c'est une force vive qui ne demande peut-être qu'à travailler, parce que j'entends souvent dire, je n'ai pas envie de travailler. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Ils ont envie de travailler. Vous êtes sûr, Madame? Qu'est-ce que vous, Madame? Est-ce que vous avez réfléchi sur ça? Oui, effectivement. Cette jeunesse-là? Effectivement, parce que effectivement, nous en trouvons des jeunes sous les kiosques. Souvent. Et il faut avoir le dialogue avec eux. Parce que si on considère qu'ils sont sous le kiosque et qu'on a terminé, ils ne veulent pas, que les parents ne font pas l'effort, non. Il faut que nous allions vers eux pour prendre vraiment le dialogue avec eux, pour leur demander, mais toi tu es sous le kiosque? Oui. Ah. Et j'ai eu l'occasion d'avoir un jeune qui voulait partir qui voulait aller faire, pas son service militaire, mais pour aller au SMA. Et il a pu faire son dossier. Mais j'avais 4, mais il n'y a qu'un seul qui a pu le faire, parce que les autres, ils avaient les parents ou les amis qui leur disaient non, on va te prendre, tu vas rester au service militaire, et puis bon, bref. Donc ils n'ont pas voulu, mais il faut dire qu'ils n'avaient pas la volonté comme celui qui a vraiment fait. Mais je vous assure que ces jeunes, il faut aller vers eux. Il faut leur parler, il faut leur donner, il faut leur dire qu'il y a la mission locale, il faut trouver la solution avec eux pour le CCAS. Et aussi, lorsqu'on les envoie vers la CTM pour la formation, c'est là que le dossier aussi, comme je vous disais, que les dossiers snag, c'est là aussi que les dossiers traînent. Et c'est ça qui décourage les jeunes et qui ne peuvent pas continuer à faire leur démarche pour avoir une bonne formation. Mais je voulais vous dire aussi que, en ce qui concerne les personnes âgées, je trouve que les EHPAD ne devaient pas... On aurait pu faire des EHPAD, mais pas à 3-4 étages, avec des ascenseurs. Les personnes âgées n'ont pas besoin je pense qu'on pourrait faire des EHPAD, mais avec des espaces, plus bels espaces, comme des bungalows, pour pouvoir les mettre vraiment ensemble. Mais pas les mettre dans des immeubles de 3 à 4 étages. Je ne trouve pas qu'ils auraient pu. Et puis de plus, on pourrait créer aussi des maisons d'accueil de jour pour les personnes âgées et les aidants. Et puis le soir, ils rentreraient à la maison. Parce que vous savez, parfois, les familles, ce n'est pas qu'ils ont envie de mettre leurs parents en maison de retraite. Mais la journée, lorsqu'ils sont au travail, ils sont plus rassurés de savoir que leur parent est un endroit. Et avec des associations,
on pourrait faire avec des conventions pour que les associations puissent prendre les personnes âgées, aussi avec des spécialistes. Et vous auriez mis ça en œuvre Oui. Dès que l'occasion se présentera, on pourra le faire. C'est même la proposition 51. Voilà. Des 10 objectifs. Oui. Non, les 78 propositions, c'est la 51e. Voilà. Créer les maisons d'accueil le jour. Et c'est une idée de Joëlle Linor, parce qu'elle connaît bien la problématique de ces personnes âgées. Elle dit, attention, il faut aussi prendre soin des aidants, parce que statistiquement, 50% des aidants décèdent avant la personne qui les accompagne. Les aidants familiaux. Voilà. Oui. Et puis, il faudrait que nous mettions en place aussi un système de gratuité pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, pour le transport. Parce que parfois, c'est un petit peu trop embêtant. On revient sur le transport. C'est un vrai sujet. Alors, parce que vous parlez... problème d'insertion. Oui. Puisque vous parliez à l'instant du transport, la gratuité, mais c'est... Alors, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les 14 listes proposent la même chose. Non, on n'est pas pour une gratuité complète. On dit sur des publics ciblés. Joëlle Linor l'a dit, pour les personnes âgées, sous conditions de ressources, pour les demandeurs d'emploi, ça aussi on y pense, Les personnes et les étudiants. Mais pour le reste, non, il faut payer, parce que il ne faut pas s'imaginer que la collectivité a des moyens illimités et que donc Martinique Transport aura aussi des moyens illimités. Vous pensez, M. Jacques, parce qu'elle va finir avec plus de 100 millions d'euros à la CTM? Alors, là vous parlez de chiffres que je n'ai pas encore et qui n'ont pas encore été confirmés. L'excédent annoncé, mais je ne sais pas, l'excédent annoncé pour 2020, je pense qu'ils ont du mal à le donner. Ils ont du mal à le donner aujourd'hui. On sent bien que, alors que les entreprises souffrent, alors que les Martiniquais ne perçoivent pas leur dossier, ne voient pas leur dossier traité. Tout ça, ça fait partie des dysfonctionnements. On est clair là-dessus. D'accord, donc vous venez pour remettre les choses à plat. On se dit que, avec nos expériences respectives, dans des domaines différents, avec notre volonté de servir, avec notre volonté de mettre toute notre énergie au service de la Martinique, on peut, avec des mesures concrètes, pratiques, faire accélérer les choses. Vous parlez des dossiers qui traînent. Il faut digitaliser, il faut qu'il y ait un suivi, puis il faut mettre les équipes qui sont utiles en fonction des tailles, du nombre de dossiers présentés. Vous avez à la collectivité un effectif compétent, volontaire, il suffit simplement que ce soit organisé et que les gens aient un cap, qu'ils partagent le cap, et ça fonctionnera. Parce que tout ce que nous voulons faire, les 10 objectifs, les 78 propositions, on ne pourra les mettre en œuvre qu'avec l'accord et qu'avec une volonté partagée avec le personnel. Et c'est là que je reviens à la notion de dialogue social et de la nécessité d'avoir un échange dès notre arrivée avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la collectivité pour mettre les choses à plat et faire en sorte que ça fonctionne mieux. Et c'est pas qu'un problème de moyens. Tout à fait. C'est un problème d'organisation. On sait. Voilà. Mais M. Toussaint, la problématique de la gratuité n'est pas posée par la population. C'est même pas une attente ou une demande qui a été formulée. Elle n'est pas organisée. Aujourd'hui, le transport n'est pas organisé. Moi, je suis président de l'association des usagers du transport maritime. Vous êtes président de plein de choses, monsieur. J'essaie d'être actif. C'est bien. D'accord. En tout cas, parce que j'habite une commune qui est desservie par le transport maritime. J'ai essayé de voir avec... Donc, je me suis engagé avec certains en disant il faut qu'on fasse bouger les choses. Et pour qu'on puisse être écouté, il faut être organisé. Donc, l'association avait été montée et nous sommes allés, en tout cas, à la rencontre, non pas du transporteur, parce qu'on savait que lui, il était un délégataire de service, on lui donne les moyens, il y va, mais plutôt de l'organisation unique. Mais ça a été très difficile déjà de les rencontrer. Quand on les a rencontrés, on a discuté tarifs, parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui, pour aller aux Trois-Îlets, c'est 7 euros, 7 euros, un aller-retour, 5 euros, un aller simple. En sachant que sur le transport terrestre, on est à 1,60 €, 2 €. Donc il faut savoir que si on veut faire que le transport soit vraiment utilisé, il faut l'organiser. Et il n'est pas organisé. Alors on va dire que le TCSP aujourd'hui arrive jusqu'au Lamentin, mais quand on parle de TCSP, on ne parle pas des autres organisations. Alors, c'est ce qui est à la mode, c'est pour ça. Dans le sud, vous avez vu le temps que ça a pris pour redémarrer tout, proposer une gratuité. Après, on a vu si on utilisait tel ou tel bus. Moi, je pense que
tant qu'on ne s'est pas posé sur une vraie organisation du territoire, du transport, pour pouvoir l'étendre, parce qu'on a une baie qui est magnifique, mais qu'on ne sait pas utiliser, sur laquelle nous pourrions étendre du transport sur le territoire, qui pourrait aller jusqu'à Sainte-Anne. Ça a été expérimenté à un moment donné, mais ça n'a pas été suivi d'effet. Donc je pense qu'on a un vrai travail et on va s'y atteler. C'est dans notre projet pour que ça fonctionne. Parce que c'est ce que la population attend. Elle attend pouvoir se déplacer. Vous savez que quand on touche au transport, on touche à l'emploi, on touche à la formation. Bien. Merci, M. Serge Sainte-Rose. Alors, Mme Hardy-Lessos, vous vouliez dire quelque chose à la suite de ce que disait Mme Lénore? On voulait parler des problèmes d'insertion. C'est ça. Puisque nous avons quand même beaucoup de jeunes qui sont au bord de la route. Et dans notre projet, nous ne voulons laisser aucun jeune au bord de la route. Pour ne laisser aucun jeune au bord de la route, il faut déjà, d'une part, les recenser, faire en sorte qu'ils retrouvent l'estime de soi, parce que c'est très important, et permettre d'avoir, au niveau de la collectivité territoriale, des formations qui correspondent, encore une fois, aux besoins des entreprises. Quand on voit, par exemple, je vais dire, en matière d'échafaudage, il y a des formations qui sont proposées par des jeunes Martiniquais qui étaient en lycée professionnel qu'on décriait et qui mettent en place ces formations, qui se sont formés, qui ont mis en place ces formations. Et le dossier reste bloqué à la collectivité territoriale. Alors que lorsqu'on voit qu'on doit faire de l'élagage, qu'il faut le faire en sécurité, on peut très bien former des jeunes dans cette dynamique-là. Lorsqu'on voit qu'il nous faut rénover les bâtiments, ce qu'on appelle la formation d'initiative, on peut mettre en place des formations d'initiative locale qui vont permettre de mettre en place la maintenance des bâtiments des collectivités, permettant aux jeunes de s'insérer. Les caroleurs. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on ait des caroleurs qui sortent du Portugal pour pouvoir faire du carrelage en Martinique, pour ne citer que cela? Est-ce que vous pensez qu'il faut, pour les bâtiments qu'on est en train de faire, qu'il faut qu'on aille chercher des plaquistes à l'étranger, alors que nous pouvons, effectivement, puisque c'est de la compétence de la collectivité territoriale, et je rappelle que la formation est tout au long de la vie, nous pourrions très bien former un certain nombre de personnes à ces métiers-là. Une fois qu'on n'en a plus besoin, on ferme ces formations et on ouvre d'autres. Donc, ce qui nous permet d'avoir une adaptabilité des formations et nous répondons ainsi à une insertion parce que quand vous formez et que derrière, il n'y a pas du travail, la formation que vous avez faite, elle sert à quoi? Donc, l'objectif, c'est de cibler les emplois, de former et de permettre une progression dans l'insertion de ces personnes, ce qui va leur permettre de donner du sens aussi à leur vie. Et ça, c'est important. Et puis, quand on parle d'insertion, il faut penser aussi à l'insertion des porteurs d'handicap. Vous avez des porteurs d'handicap qui sont dans des établissements scolaires et qui, quand ils ont terminé leur scolarité, ne sont pas insérés dans des entreprises. Donc, il nous faut aussi travailler à l'accompagnement des porteurs d'handicap, faire en sorte déjà que les bâtiments puissent répondre aux exigences des porteurs d'handicap. Et nous avons au sein de notre liste deux personnes qui s'occupent de personnes en situation de handicap, qui nous ont proposé des solutions permettant, ne serait-ce qu'au niveau du transport, un sourd, quand il est dans le transport, et qu'il n'y a personne qui connaît le langage des signes. Voilà des emplois qu'on peut créer, qui permettraient effectivement à cette personne, quand il rentre dans le transport, qu'il puisse dire, eh bien, je dois descendre là, je dois reprendre un relais de ce côté, et ça nous permettrait au niveau du transport de mettre en place ce fameux plan territorial du transport permettant à quelqu'un de Sainte-Anne d'arriver à Grand-Rivière sans avoir à se poser des questions et sans attendre 2 ou 3 heures. Mais comment on fait ça? Mais parce qu'il suffit d'identifier, 1, sur les arrêts, 2, remettre le dialogue social au niveau de Martinique Transport et faire en sorte que Martinique Transport et les sous-traitants puissent travailler ensemble et les usagers puissent travailler ensemble sur la dynamique du transport et la lisibilité des parcours des uns et des autres. Ce qui nous permettra, avec un maillage du territoire, parce que tout le monde descend vers Fort-de-France, mais développer le sud, le nord, permettant, et surtout le nord qui est abandonné, permettant à tous d'avoir, sur le nord des entreprises, un transport qui va vers le nord, un transport qui va vers le centre, un transport qui va vers le sud, permettant à tous de trouver son bien-être. Permettez-moi 30 secondes de revenir sur les personnes en situation de handicap. C'est clairement dit, c'est bien dit, mais le souci en fait, c'est que les gens vont dire « Ah, il ne croit pas aller bien ». Bon, voilà. Nous, qu'à fait. Mais nous, qu'à fait. Permettez-moi de revenir sur l'inégalité que constitue cette différence entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides.
Marie-Clotilde l'a dit, nous avons 2 personnes qui sont très sensibilisées à cette problématique sur la liste. Il y a Sarah Emmanuel Régis, qui est une jeune femme en situation de handicap, qui sera notre aiguillon et qui fera en sorte que toutes les décisions et toutes les mesures que nous prendrons soient compatibles avec la situation des personnes porteuses de handicap. Et puis nous avons Henri Cage, qui est un des premiers avec qui j'ai discuté quand la mayonnaise a commencé à prendre sur Déclic. Henri est, je crois, le deuxième, sinon le premier avec qui j'ai discuté, que j'ai appelé pour dire « Henri, est-ce que tu as envie qu'on fasse ensemble un bout de chemin pour proposer, notamment pour les personnes en situation de handicap, des solutions pratiques et concrètes. » Henri Cage est président de l'ADAPI, l'association des parents d'enfants en situation de handicap. Et donc, il est le premier à m'avoir dit oui, et nous avons travaillé sur un projet qui, dans toutes ses composantes, prend en compte les personnes en situation de handicap. Quand je parle de transport, quand Marie-Clotilde parle de transport, récemment dans le Nord, il y a 50 bus neufs qui ont été achetés, c'est très bien. On est tous contents, satisfaits de dire que les choses des mesures sont en train d'être mises en place dans le Nord. Mais sur les 50 bus, il y en avait 2 qui sont en capacité d'embarquer des personnes en situation en fauteuil roulant. Je dis, il faut... Et les autres? Mais les autres, non. Ils ont acheté 50 bus, 48 qui ne peuvent pas embarquer des personnes en fauteuil, et 2... Donc c'est dire qu'à un moment dans la réflexion, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Même si, au demeurant, les trottoirs aujourd'hui ne sont pas adaptés, et que même si le bus avait le plateau, il ne pourrait pas embarquer. Mais c'est vous dire que dans notre préoccupation et dans notre projet, il y a une place très importante à la réduction de cette inégalité entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap. Je voudrais insister là-dessus, parce que je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Les jeunes jusqu'à 16 ans en situation de handicap sont scolarisés et on peut dire que des mesures ont été prises et qu'ils trouvent leur place. Par contre, une fois qu'ils ne sont plus en âge de scolariser, on a un gros fossé avec les ESAT, enfin l'insertion par le travail. On a vraiment là de gros efforts à faire. Alors, nous le ferons parce que nous sommes tous autour de la table, mais au-delà, toute l'équipe sensibilisée à ce problème. Monsieur Jacques, ah oui, allez-y. Oui, je voulais vous dire aussi que nous allons aussi projeter, enfin nous allons organiser au cours des 4 premiers mois des rencontres jeunesse pour jeunesse, c'est-à-dire des jeunes qui vont organiser un forum de jeunes pour les jeunes. Donc, de toutes les manières, avec ce forum, ils pourront discuter, parler de leur projet et de l'organisation qu'ils doivent faire, et surtout mettre avec eux des assistantes sociales, des personnes qui pourront les aider dans leur démarche. Et puis aussi, nous voulons faire la démarche intergénérationnelle, c'est-à-dire les jeunes avec les personnes âgées, un jeune, une personne âgée, et ce sont ces jeunes qui vont faire les démarches et aussi organiser des forums avec les personnes âgées pour les apprendre comment utiliser Internet, par exemple. Voilà. Ah oui. Voilà. Alors, monsieur Jacques, dites-moi, et la question est posée à tout le monde, est-ce que le dialogue social, puisqu'on a des entreprises en Martinique, on a les ouvriers, les employés, enfin, les personnes qui travaillent, est-ce que, enfin, le dialogue social sera privilégié? La question est posée à tout le monde. Parce que c'est quand même un vrai problème. Alors, on a vu ce qui s'est passé. Allez-y. Le dialogue social n'est pas de la compétence de la collectivité. Clairement, c'est une question qui régit les relations entre les employeurs et les salariés. Mais quand vous avez un environnement qui est propice, un environnement qui facilite, les choses fonctionnent. Et nous sommes tous attachés au dialogue social. Moi, Marie-Clotilde est syndicaliste. Serge a été dans une organisation patronale, est à la CPME. Et moi, je vous dis, c'est ma marque de fabrique, le dialogue social. Je veux que les Martiniquais se parlent. Et il faut aborder en toute objectivité les problèmes, se dire qu'il y a partout des employeurs qui, dans toutes les corporations, vous avez Monsieur Georges, je me suis mal fait comprendre. Hein. Ah, bon, en fait, je demande, parce que là, à la CTM, on a 4000... CTM. Oui, parce qu'on a vu... Je vous ai dit que la première mesure à notre arrivée, ce sera de rencontrer les organisations syndicales pour échanger avec elles sur notre projet, notre vision, et bien évidemment entendre
leurs observations. J'entends, je n'y suis pas aujourd'hui, j'entends qu'il y a de la souffrance au travail, j'entends qu'il y a pas d'organigramme complet au bout de 5 ans, j'entends que les fiches de poste ne sont pas complètement... comme ça. Mais nous, moi, entrepreneur, je ne sais pas faire. Et donc, soyez assurés que des mesures seront prises pour que les choses soient clarifiées. Alors, je reconnais aussi que c'était difficile de rapprocher deux collectivités avec deux fonctionnements différents. Voilà. Mais je suis ahuri de voir qu'au bout de 5 ans, on n'est pas arrivé à avoir un comité des offres sociales unifié. Et il y a encore une mutuelle. Enfin, pour moi, ça dépasse l'entendement. Oui, le dialogue social à la collectivité, c'est une de nos priorités parce que nous ne réussirons pas s'il n'y a pas un dialogue social apaisé à la collectivité, si les équipes de la collectivité qui sont compétentes ne partagent pas avec nous le chemin, ne font pas le chemin avec nous. Là où ce n'est pas une compétence de la CTM, c'est la partie santé. C'est délégué à l'État. C'est l'État qui gère ça. Mais est-ce que c'est parce que c'est l'État qui a cette compétence-là, compétence santé, que vous, à la CTM, nous sommes tous des Martiniquais, que vous allez laisser la santé des Martiniquais entre les seules mains de l'État uniquement, et puis vous n'allez pas vous en préoccuper, comme j'ai cru comprendre, entendre par-ci et par-là. Est-ce que ça veut dire que la santé des Martiniquais, ça ne concerne que l'État? Même si vous n'avez pas la compétence au niveau de la CTM, messieurs, dames, est-ce que notre santé vous intéresse? Parce que nous avons des hôpitaux qui sont en très mauvais état. Vous pouvez au moins interpeller l'État, trouver des solutions, mais on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la CTM? Je rappelle que les présidents de ces établissements sont des élus. En plus, sont des élus. Absolument. Ou de l'ARS participent également à l'ARS, au conseil d'administration. Mais ce que vous dites est très juste et nous l'avons écrit dans notre... Mais il faudra le lire avec attention. Oui. Il y a 2 sujets qui ne sont pas de la compétence exclusive de la collectivité sur lesquels nous considérons que nous devons travailler. La collectivité majeure doit y aller. L'éducation, on l'a dit, et Marie-Clotilde va développer les propositions qui sont du ressort de l'État, mais que nous voulons porter parce qu'il y va de l'avenir de notre jeunesse. Et puis la santé. On ne peut pas se désintéresser de la santé des Martiniquais. Alors il y a quelques propositions fortes. La première d'entre elles, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'accès aux soins est extrêmement difficile à la Martinique. Vous attendez 6 mois si vous avez un filon, ou 1 an si vous n'avez pas de filon pour aller voir un ophtalmo. Entre autres. Mais c'est pareil pour un gynécologue, c'est pareil pour un cardiologue. Donc il y a une difficulté d'accès aux soins. Alors, nous voulons rendre l'hôpital attractif, on y reviendra, mais en attendant qu'il soit attractif et que des jeunes médecins y viennent et que nos Martiniquais qui partent faire des études aient envie de revenir, nous allons proposer des conventions entre le centre hospitalier, la collectivité et l'État pour que la collectivité contribue au recrutement de médecins spécialistes qui seront à temps partagé entre le centre hospitalier universitaire et les hôpitaux de proximité. Je pense à l'hôpital du Lorrain, je pense à l'hôpital de Saint-Esprit, je pense à l'hôpital du Marin et de Saint-Pierre et du Carbet. Cela permettra un accès facilité aux soins. Parce qu'on ne peut pas, avec une population qui vieillit, avoir un taux de recours aux soins qui est le plus faible de France. Et c'est bien parce qu'on a une difficulté d'accès. Alors, j'entends certains dire, c'est pas la compétence, on ne s'en occupe pas. C'est pareil pour les hôpitaux. L'État dit, je mets 370 millions sur la rénovation des hôpitaux. Tout le monde a oublié la fin de la phrase, c'est sur 10 ans. Est-ce que vous pensez qu'on va attendre que ces sommes-là soient étalées sur 10 ans pour rénover les hôpitaux qui sont, pour certains, dans un état déplorable? Je pense à l'Hospice Bonaventura. Imaginez qu'au XXIe siècle, à la Martinique, on ait de telles conditions d'accueil de nos personnes âgées qui sont celles qui nous ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, je dis non. Et je dis, sur ces sujets-là, nous serons à côté de l'État avec une exigence forte, mais s'il faut mettre la main au portefeuille, s'il faut trouver les financements, on les trouvera, parce que c'est la santé des Martiniquais. Mais vous avez parlé de santé. La santé, c'est pas que l'hôpital et les soins. Et donc, nous avons aussi des propositions pour le sport santé, nous avons des propositions pour la santé par l'alimentation. Et donc, vous aurez, et les Martiniquais recevront ce document. Ceux qui ne l'ont pas reçu pourront aller le consulter avec le programme. Pourront consulter notre programme sur le site. Voilà, absolument. Ils pourront le consulter sur le site, www.déclicmartinique.fr.
Et ils verront que nous avons non seulement formulé nos propositions, mais nous avons, dès que c'était possible, chiffré et indiqué les sources de financement. Voilà. C'est un travail qui a été long et qui nous permet de dire que ce qu'on propose, on sera en capacité de le faire. Alors, Madame Hardy Dessources, peut-être une précision là-dessus. L'hôpital en Martinique, enfin de façon générale, la santé. Mais la santé des Martiniquais, si on veut une Martinique forte et fière, si on veut une Martinique forte et fière, il faut que les Martiniquais soient en santé. Mais il faut que les Martiniquais soient aussi formés. Et à ce titre, quand on vous dit que l'État, c'est de la compétence de l'État, nous avons des rapports, et j'invite d'ailleurs nos élus qui sont à l'Assemblée nationale et qui sont au Sénat à lire ces rapports puisqu'ils sortent de l'Assemblée nationale. Ces rapports stipulent que les élus martiniquais et la collectivité territoriale doivent se mettre ensemble pour avoir un projet partagé en matière d'éducation, en matière de développement, en matière d'accompagnement de la population, notamment nous sommes une île, sur les langues, sur le numérique, sur cette rupture que nous avons, sur ces inégalités que nous avons. Les élus doivent se mettre en même temps que l'État pour défendre le véritable projet martiniquais. Et ça, nous allons le faire avec les élus qui sont là. Voilà. Donc, Déclic est déjà en marche pour que nos élus... Non. Non, il ne faut pas se tromper. Déjà dans la démarche de construction avec ces élus... Pourquoi pas? Je vais compléter. Non, la déléguée générale d'En Marche, est sur la liste... de M. Letchimy. La liste de Serge Letchimy. Voilà, donc c'est vous dire que... On essaie, tant mieux, on essaie de nous coller l'étiquette En Marche, on ne la porte pas. C'est pas nous qui l'avons. Donc j'ai aperçu votre sourire et votre regard taquin. Dès septembre, nos élus vont nous accompagner dans cette démarche avec notre projet partagé par l'ensemble des Martiniquais parce qu'ils vont décliquer le 20. Vous nous avez fait... Non, c'est bien parce qu'on a le sentiment que, comme c'est pas compétence, nous n'avons pas qu'à aller. Par contre, je voudrais... c'est dommage, le temps nous presse un petit peu. On a tellement de choses à dire. La Martinique, notre pays, la Martinique, est-ce que ce ne serait pas intéressant, au niveau de la CTM, qu'on fasse connaître la Martinique un peu plus à travers déjà la Caraïbe et puis un petit peu plus loin à travers le monde? Est-ce que vous avez un projet, quelque chose qui dit que la Martinique sera connue, je ne sais pas, c'est derrière. Non, c'est pas vrai. Le temps qu'il vous le retrouve, si on domicile déjà la recherche ici, ici, avec nos universitaires, et en l'ouvrant sur la Caraïbe, on permettra à la Martinique de rayonner. Donc, tout à fait. C'est déjà... Parce qu'il y a cette possibilité-là aussi au niveau de la CTM, de faire connaître la Martinique ailleurs. Sur le plan sportif, sur le plan culturel, sur le plan de la recherche éducative. Donc vous avez aussi pensé à ça, à tout sortir la Martinique de la Martinique. Absolument. L'apprentissage de 4 langues. La Martinique. L'apprentissage de 4 langues, c'est déjà une ouverture. On a parlé d'attractivité. L'espagnol, l'anglais, le créole et le français. Tout à fait. On a parlé d'attractivité. Si on parle d'attractivité, ça veut dire qu'on veut faire venir chez nous. Mais faire venir chez nous, pas seulement pour le soleil et la mer. Ça veut dire attirer, parce que nous allons avoir un modèle qui doit être un modèle vertueux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on défend au niveau de Caraïbes Écologie Les Verts, dans un développement durable. Donc, ce sont les filières, c'est l'organisation de notre territoire qui va attirer le regard sur nous. Et je parle du culturel. Mais ouvert. Ouvert. Prenons le cas du culturel. On n'est pas bon. Et pourtant, on est un pays où il y a énormément une tradition, qu'il y a un certain nombre de produits culturels dont on était fiers et dont on est fiers, mais qui n'a jamais été mis en avant parce que ceux qui font la culture ne vivent plus de la culture. Donc, on va aujourd'hui avoir un regard particulier sur ça. Et la culture devra avoir un rôle très important dans notre programmation. Pas simplement juste une petite ligne et puis en disant on va parler de temps en temps parce qu'on va faire un concert par là, on va faire un concert par là. Non, aujourd'hui, il y a des jeunes qui devront être formés, on va avoir des filières sur cette partie et qui va porter en tout cas un vrai projet culturel. Mais je reviens 30 secondes sur ce que tu disais sur Martinique île durable, qui est un concept que nous partageons. Si on fait venir nos visiteurs, moi je fais le rêve d'une Martinique qui soit décarbonée, où l'empreinte carbone de nos visiteurs
ce serait juste le billet d'avion. On va leur proposer de le compenser avec la plantation d'arbres. Parce ils seront dans des voitures électriques qui seront rechargées au solaire grâce à la mise en place d'ombrières de recharge électrique sur tout le territoire. Il y a une société martiniquaise, Green Technology, composée de jeunes ingénieurs, et de moins jeunes maintenant, ingénieurs martiniquais, guadeloupéens, guyanais, qui portent ce projet, qui ont commencé à aller vers la Caraïbe, vendre leur savoir-faire. Ils se déplaceront dans des véhicules électriques rechargés au solaire, je viens de le dire. Ils seront dans des hôtels haute qualité environnementale, avec tout ce qu'il faut pour passer un séjour qui n'aura pas d'empreinte carbone. Et il y a quelque part dans le monde un nombre croissant de visiteurs qui sont intéressés par ce type de destination. Nous pouvons être exemplaires. Et avec Serge Sainte-Rose, avec Europe Écologie Verte, c'est une de nos priorités. Faire en sorte qu'on passe de cette énergie fossile, de cette Martinique qui est en énergie fossile, à une énergie propre. On a aujourd'hui entre 24 et 25% d'énergie renouvelable. Nos élus avaient pris l'engagement qu'en 2030, on serait à 100% d'énergie propre. On n'y arrivera jamais. Parce qu'il y a de vrais investissements à faire, il y a une vraie volonté à porter. La collectivité peut être exemplaire. Les toitures de ces nombreux bâtiments ne sont toujours pas aujourd'hui équipées de photovoltaïque. J'ai entendu cette promesse en 2015. Vous l'avez entendu aussi? Récupérer l'eau des toits. Ça n'a pas été suivi des faits. Donc nous sommes vraiment sur cette dynamique. Et sur la culture, parce que vous avez entrouvert la porte et on va l'ouvrir, c'est pour nous un élément important. C'est à la fois, nous voulons faire un levier de développement économique et social, mais nous voulons aussi consolider notre identité à partir de cette culture. On a quelques propositions phares. Je vais en donner 3 ou 4 rapidement. La Maison de la Biguine. Il y a une association qui porte ce projet. Nous voulons porter ce projet de la Maison de la Biguine avec elle. Parce que la Biguine est née à Saint-Pierre, elle est à l'origine du jazz, et peu de Martiniquais le savent. Nous voulons développer cette Maison de la Biguine avec des porteurs de projets. On ne veut pas tout faire. Il faut laisser de la place à l'initiative privée et l'accompagner. Sur les artistes, nos artistes, les faire connaître à l'extérieur, il faut un vrai bureau, une vraie structure de promotion de notre musique et de l'art martiniquais à l'extérieur. Dans les festivals nationaux et internationaux, vous trouvez de nombreux artistes réunionnais, parce qu'à La Réunion, ils l'ont fait il y a 10 ans. Et toute cette dynamique culturelle, on l'apporte parce que Marie-Clotilde, c'est une passionnée de musique traditionnelle. La Maison du Bel Air à Sainte-Marie, où nous étions samedi pour un meeting, c'est pour nous un lieu qu'il faut moderniser. Il faut accompagner la modernisation de ce lieu emblématique et ouvrir le Bel Air au monde. Et on a plein de propositions en matière culturelle, parce que pour nous, ça fait sens, ça fait du lien. C'est ça qui fait que nous sommes des Martiniquais, notre culture que nous partageons. Mais il faut... Et nous sommes attendus dessus. Et on n'a même pas parlé de la culture culinaire, mais on a surtout des équipements qui sont inutilisés. Je prendrai parce que le Toisillet, c'est ma commune. On a le golf qui est laissé un peu à l'abandon, qui n'est pas une activité qu'on pourrait développer auprès des écoles, mais on a aussi le gommier à mettre vraiment en avant, qui est une pratique, et tu en parlais, mais on a aussi un parc qui est... le parc des Floralies. Qui est inutilisé. Les artistes parfois l'utilisent de façon arbitraire, mais ils ont raison, parce que c'est un équipement nécessaire pour, en tout cas, nous faire exporter. On ne pourra pas parler des Toisilets sans parler du tourisme. Alors, je crois qu'il est important de dire aux Martiniquais aujourd'hui que dans nos propositions, il y a une place importante pour le tourisme, parce que le tourisme permet de faire vivre l'agriculteur, le marin-pêcheur, nos artistes qui peuvent se produire dans les hôtels. Et donc, nous avons sur le volet tourisme quelques propositions fortes, et notamment pour faciliter et accompagner le redémarrage de l'activité touristique après la crise Covid. Cette crise qui va laisser des traces sur une économie déjà fragilisée et une société déjà en difficulté. Nous voulons, pour contribuer au redémarrage de l'activité, discuter avec l'État, parce que là aussi, on en parlera certainement, il ne reste pas beaucoup de temps. Nous voulons discuter avec l'État pour la mise en place d'un crédit d'impôt compétitivité tourisme permettant à ce secteur de redémarrer. Un accompagnement fort qui permettra à ce secteur de retrouver toute sa place et toute son énergie pour se relancer. Mais il faut aussi, et nous y avons pensé en concertation avec les acteurs du tourisme, mutualiser les formations dans le secteur du tourisme, faire monter en compétences nos collaborateurs, les collaborateurs des hôtels, avoir du tourisme multidestination. Nous avons
quelques propositions fortes qui ne peuvent qu'intéresser les acteurs du tourisme, parce que nous croyons fermement que, à côté de l'hébergement en gîte, qui a pris sa place et qui correspond à une demande des consommateurs, il y a à développer une industrie touristique, parce que vous êtes une destination touristique, d'abord et avant tout, en fonction du nombre d'hôtels que vous avez. Oui, et puis on a Voilà. des secteurs au niveau du tourisme. Alors, Madame Hardy des Sources, vous savez, nous sommes est-ce que je peux dire que nous sommes une terre de champions? Il y a... Alors, le premier que j'ai connu à l'époque, c'était quand je regardais la télé. Et les premières fois, c'était Gérard Janvion. Ah, vous êtes jeune alors? Parce qu'avant Gérard Janvion, on a eu un footballeur très célèbre qui s'appelle Yvan Chaumet. Oui. Et Yvan Chaumet, et avant lui, il y a eu Charles Alfred. Mais Charles Alfred et Yvan Chaumet, ça fait pas la même génération. Et ils viennent de la Martinique. Ils viennent de la Martinique. Ils viennent de la Martinique. Non, mais non, je vous disais que vous étiez jeune, parce qu'il y a eu... Il y a eu Paul Gerzias. Paul Chilon. Non, je suis désolé. Quand même. Mais je vais laisser Marie-Claude continuer. Oui, vous m'avez taquiné sur Janvion, que j'aime beaucoup. Et j'ai voulu faire un clin d'œil, je pense qu'il nous regarde, à Yvan Chaumet, qui est un ancien footballeur de l'Assaut et qui a été un footballeur professionnel à Monaco. Et quand on dit à Monaco, quand on est dans la rue, on dit Chaumet, ils disent footballeur. Ah ben bien. Alors, Madame Hardy des Sources, Marie-Clotilde, nous avons la Martinique est une terre de champions. Était. Oui, alors justement, voilà, donc vous faites bien de le dire, chère madame. Pourquoi? Parce que on a l'impression qu'il n'y a plus de politique d'accompagnement des grands sportifs ou même des sportifs. D'accompagnement et d'insertion des sportifs. Voilà. Alors, donc, la question c'est comment redonner, puisqu'on parle d'attractivité, de l'attractivité, de l'envie à cette population, que ce soit jeune ou moins jeune, peu importe, pour refaire du sport. Déjà, la santé en dépend, faire du sport, et puis les compétitions même, accompagner les équipes, accompagner les individus dans leur domaine, et puis faire rayonner la Martinique à travers le sport. Est-ce que vous avez déjà, je planché dirais, sur ça? nous pensons que le sport est créateur de lien social. Et pour ce faire, dans tous les établissements scolaires, de l'école maternelle jusqu'au lycée, voire même à l'université, nous allons mettre en place de l'accompagnement éducatif permettant aux enfants de découvrir des activités sportives et culturelles. Donc, quand vous développez du sport de masse, vous allez vers le sport d'élite. Deuxième plan, nous allons faire en sorte que les ligues et le CROSMA soient accompagnés dans une démarche de contrat d'objectifs, de formation. Vous en avez discuté entre vous? Mais bien sûr, de formation de personnes pouvant accompagner justement cette montée en compétences. Vous avez bien vu, nous avons 2 Souza, gymnastes. Nous avons Anoné qui fait les beaux jours du handball en métropole. Nous avons des athlètes comme Guy Vaillant, etc. Mais nous n'en avons pas assez. Donc pour cela, il faut que nous ayons des cadres formés permettant d'accompagner les ligues dans toutes les communes. Et nous allons développer dans les établissements scolaires des activités, des sections sportives permettant de monter en compétences et d'avoir des jeunes qui vont rayonner, 1 sur la Caraïbe, 2 sur l'international, et puis pour accompagner nos enfants, pour accompagner les jeunes dans la cité, pour accompagner les personnes âgées dans le domaine de la santé, parce que la santé, c'est un vecteur de richesse, parce que ça va permettre aux gens d'être bien dans leur peau et de travailler. Et nous allons créer le musée des sports. Pourquoi? Le musée des sportifs. Le musée des sportifs. Pourquoi, monsieur? Nous avons des sportifs de grande renommée comme Janvion, comme Barnet, comme Panzo, comme Bakoul, comme Suter, etc., qui ont fait des choses extraordinaires et que personne ne connaît. Nous allons identifier, par exemple, quand on arrive au carrefour du Lamentin, on peut très bien avoir le portrait de Bascou, champion d'Europe. On peut très bien avoir le portrait de Sorindo à Trinité. On peut très bien avoir le portrait de Jeannet qui a été champion olympique. Quand on arrive au sein de la ville de Fort-de-France. Donc, identifié, on a Abati, un grand handballeur qui a été champion. Nous avons des élites, nous avons des étoiles qui ont brillé, qui vont continuer à briller, qu'il faut qu'on donne à nos jeunes. Et cette Varane, pour ne citer que cela, donc on a des élites qu'il faut mettre en lumière, permettant à nos jeunes, lorsqu'ils passent, ils se disent:
Amitié, c'est qui? Mais pourquoi je ne peux pas faire comme lui? Nous avons Mathias Le Sort en basket, qui a été mis à l'honneur dernièrement. Nous avons plein d'athlètes, mais nos jeunes ne les connaissent pas. Le musée des sportifs. Musée des sportifs et des sports. Mais sur le sport santé, Marie-Clotilde l'a dit rapidement, nous voulons accompagner, à l'instar de ce qui a été fait en Guadeloupe, la création de parcours santé dans toutes les communes. Et une fois qu'il y aura ce parcours santé, il faudra conventionner avec l'ARS pour qu'elle prenne en charge un animateur sportif 2 ou 3 fois par semaine pour accompagner les personnes âgées dans le sport, pour accompagner les personnes en situation de handicap ou les personnes porteuses de maladies chroniques. Et je crois qu'en développant la pratique du sport chez tous les Martiniquais, on améliorera la santé et on améliorera la qualité de vie. Ça a été fait en Guadeloupe, 60 000 € à peu près de cofinancement par le conseil régional. On crée de l'emploi pour tous nos jeunes qui ont suivi des formations d'animateurs sportifs. On améliore la santé des Martiniquais, c'est du gagnant-gagnant. Et il y a dans ces propositions qu'on n'a pas pu développer en 1h30, mais de quoi répondre à l'attente de quasiment tous les Martiniquais. Mais on est raisonnable et réaliste. Tout ne sera pas fait en 5 ans. Tout ne peut pas être fait en 5 ans. Oui. Paris, c'est pas bâti en... 7 ans. 7 ans, c'est 6 ans et 9 mois. 6 ans et 9 mois. 6 ans et 9 mois. 6 ans et 9 mois, pour être précis. Mais nous avons... Et je reviens 30 secondes sur le secteur du tourisme, parce qu'il est important de donner ce signal fort. Il a parlé des 3 îlets avec le golf. Il faut y mettre un hôtel. Aujourd'hui, dans tous les golfs de standards internationaux, il y a un hôtel. Il faut construire cet hôtel sur le golf. Et ça peut être un des éléments de la foncière tourisme que nous voulons porter. Et puis, on veut aussi créer un parcours touristique autour des grands écrivains. On l'a dit pour le sport, mais on a des écrivains qui pourraient faire venir des gens rien que sur leur nom. Césaire, Glissant, Chamoiseau, Fanon. On peut imaginer, et ce que nous voulons, c'est vraiment donner aux Martiniquais à nouveau cette image d'une Martinique fière et forte. Parce que le Martiniquais, il est fier et on veut qu'il retrouve toute cette fierté et que cette Martinique soit forte. Alors, Madame Linor, Madame Joëlle Linor, alors vous avez certainement entendu parler ou vu, ou peut-être quand même vous y étiez dernièrement au Lamentin, où on a déboulonné le buste de Victor Schœlcher. Il y avait aussi des activistes qui étaient présents. Est-ce que vous pensez qu'il faille faire comme ça? C'est-à-dire, est-ce pour vous une façon d'oublier une partie de l'histoire, de notre histoire? Le fait d'enlever le buste de Victor Schœlcher, est-ce que c'est pas enlever une partie de notre histoire? Ou alors vous dire aussi que pourquoi ne pas mettre des statues d'esclaves qui ont participé à cette révolution, enfin à cette libération aussi. Et puis le drapeau rouge, vert, noir. Je pose plein de questions en une seule. Le drapeau rouge, vert, noir. Et le drapeau lambi, le drapeau rouge. Le fanion ou lambi? Oui, voilà, donc... Moi, je dis que c'est un fanion. Voilà, il a dit que c'était un fanion, on va dire ça, mais apparemment, on l'utilise pour faire autre chose. Bon, ça, c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il nous reste à peine 4 minutes. Non, moi, je ne suis pas d'accord pour de faire démolir les monuments qui sont déjà sur place. Par contre, on pourrait bien organiser, faire au sein de la CTM, prendre des dispositions pour savoir est-ce qu'on pourrait remplacer comme ils disent, ces monuments qui ne reviennent d'après eux, qui ne représentent pas l'esclavage, ou encore qui représentent tout l'esclavage, les remplacer par d'autres monuments, mais ne pas carrément les démolir. Non, mais là, c'est la mairie du Lamentin qui a enlevé officiellement. Ah, non, Oui, ils ont démonté. Ils ont démonté, Non, mais je crois que l'histoire... Mais peu importe, c'est plus là. Voilà, l'histoire, c'est pas un trait de gomme. Faut dire, on peut pas effacer avec la gomme. Donc, moi, je suis de ceux qui, depuis longtemps, disent que dans l'espace public, il y avait une surreprésentation de l'époque coloniale. Et ce que vous suggériez, à savoir qu'à côté de ces statues de l'époque coloniale, on peut mettre en face les statues de nos héros. Voilà. Et je prends un exemple. On avait Délambuc sur la savane, qui était le premier colon. Mettons en face de Délambuc
Fanon, qui est celui qui a théorisé la décolonisation. Et puis, en face de Joséphine, mettons Lumina Sophie, et on explique. Et on explique. C'est important. Changeons le nom des rues. C'est important. Ce travail d'histoire, il faut qu'on y passe un peu de temps. Parce que De façon apaisée. Absolument. Les séquelles et les stigmates de l'histoire coloniale, ça justifie que l'on prenne du temps et qu'ensemble, collectivement, on se pose les bonnes questions. Et sur l'histoire, nous disons qu'il faut accompagner les associations de doctorants en histoire qui sont à l'université et qui font un travail exceptionnel. Il faut les accompagner financièrement pour que ces associations puissent aller transmettre l'histoire dans toutes ses faces, Non, mais c'est important. lumineuses et moins lumineuses. Notre histoire, elle n'est pas blanche ou noire. Il y a des moments difficiles, il y a des moments moins difficiles. Il faut qu'on l'explique. Il faut qu'on l'explique. Et là, Madame Ardine-Source. Je vais vous dire que lorsque vous conduisez une voiture, vous regardez de temps en temps dans le rétroviseur. Donc vous ne pouvez pas occulter votre histoire. Et la compétence de la collectivité est aussi d'accompagner cette histoire. Et justement, lorsque nous serons à la collectivité territoriale, comme l'a si bien dit Philippe, nous allons faire en sorte, puisque les programmes nous le permettent, nous allons faire en sorte d'organiser dans les établissements scolaires, de l'école maternelle jusqu'au lycée, des concours d'éloquence autour de l'histoire. Donc, ce qui permettra, de s'approprier cette histoire, d'analyser et à chacun, après, de se construire à partir de cette histoire. Et cela, c'est important. Avec nos chercheurs, avec nos historiens, avec les programmes qui sont mis à notre disposition, nous pouvons le faire et nous allons le faire parce que dimanche, tout le monde sera avec un bulletin de vote déclic et... Ce sera le déclic. Absolument. Je vois que vous avez déjà fait votre... Alors, vous n'avez pas parlé du drapeau, mais vous n'avez qu'une minute. Nous, à Caraïbes Écologie, on y a réfléchi. D'ailleurs, c'était une proposition qu'on a faite. Il y a le drapeau bleu, blanc, rouge, il y a le rouge, vert, noir. Alors, pas sur le drapeau, parce que le drapeau, c'est encore une problématique idéologique là-dessus. Bon, effectivement, la CTM. Alors, messieurs, je voulais revenir sur les problématiques des statuts. Sur Caraïbes Écologie, les Verts, nous avons vraiment réfléchi et pensé. Effectivement, il y a un pays qui ne regarde pas son passé, qui n'a pas de passé, n'a pas d'avenir. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on affronte ce passé, qu'on réconcilie ce peuple, parce qu'il faut le réconcilier. C'est ça qui fait l'objet des grèves aussi que nous avons, parce que vous savez, les revendications sont surtout orientées dans un certain sens. Nous, on a fait la proposition à Caraïbes Écologie de la création de musées de la colonisation, parce que la colonisation, la colonisation a commencé le musée des luttes sociales, le musée de la colonisation sur la colonisation et des luttes sociales, c'est-à-dire commencer par le premier, parce qu'on parle d'esclavage, mais avant l'esclavage, il y a eu aussi un génocide sur les Caraïbes, ou les premiers occupants, et qui a été fait quand les premiers colons sont arrivés. Donc il va falloir travailler sur cette histoire, l'expliquer, et ça peut être un lieu d'exposition, en tout cas de ces statuts. Il y a un projet, il faut éduquer. Et dessus, il y a un travail de recherche, il y a un travail, parce que je pense à Mme Cotias, par exemple, qui fait un super travail de recherche sur cela, qui nous permet justement d'avancer. C'est passé tellement vite. Non, dites-moi simplement à propos du drapeau. Non, mais à propos du drapeau, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes français et martiniquais et français et européens. Donc, le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est notre drapeau parce que nous sommes français. Et puis, je crois qu'il peut y avoir un consensus autour du drapeau rouge, vert, noir, à condition qu'il ne soit plus laissé à la seule initiative des activistes. Voilà. Moi, je crois que là-dessus, on est tous à peu près clairs. Oui, allez-y. Oui. Ça ne sera pas plus long. Vous vouliez... Non, je ne veux plus le faire. Il a déjà. Je pensais à un clin d'œil allez-y, faites ça clin d'œil. Au nouvel hôtel de police qui a été fait, qui est peint en rouge, vert, noir. Ça, je n'ai pas remarqué. Oui. Non, j'ai fait un petit clin d'œil. L'hôtel de police. Et à l'époque, on n'avait pas associé cet assemblage de couleurs qui va très bien ensemble. Et pour rejoindre ce que dit Philippe, effectivement, on peut se l'approprier, mais qu'il ne soit pas un fanion des activistes. Pour justement. Voilà. Bien. On ne sera pas plus long. Alors, Madame Dunor Joël, content d'avoir fait votre connaissance ici même. Alors, donc, vous avez exactement 12 secondes pour faire une conclusion et vous adresser directement à la population. Votre caméra est juste là.
Donc, je demande à la population de nous faire confiance, que nous avons un programme qui pourrait faire changer la Martinique, parce qu'avec Philippe Joc et l'équipe Déclic, nous allons remettre une Martinique forte et fière, et que je demande à tous les Martiniquais, toutes les Martiniquaises, d'être ensemble avec nous pour que le 20 juin, nous soyons très satisfaits de notre résultat. Alors, qui sera quoi? Qui sera que Philippe Joc va gagner. Avec son équipe. Avec son équipe. Absolument. En tout cas, merci, Madame Joëlle Linor. Je rappelle, Madame Joëlle Linor, que vous êtes tête de section Centre. centre. Oui. Il y en a qui disent centre Atlantique. C'était avant ça. Ouais. C'est le fameux découpage. Oui. Monsieur Sainte-Rose, Serge, Oui. conclusion. En vous adressant directement les yeux dans les yeux avec nos amis téléspectateurs. Martiniquaises, chers Martiniquaises, chers Martiniquais, le 20 juin, vous allez faire un choix, le choix d'une équipe qui va conduire pendant 7 ans, 7 longues années, votre collectivité territoriale de Martinique. Moi, je vous propose le choix de Philippe Joc et de son équipe, parce que c'est un choix pour le développement de votre territoire, pour ramener vos enfants à la maison, pour proposer de l'emploi et proposer un vrai projet de développement. Donc le 20 juin, on vote Philippe Joc pour faire la Martinique gagner. Merci. Et là aussi, je rappelle que M. Serge Sainte-Rose est tête de section sud. C'est bien ça. C'est bien ça. Et puis nous allons du sud en faire un petit saut de puce et on va se retrouver au nord avec la tête de section, section nord, Madame Marie-Clotilde Hardy-Dessons. J'ai bien dit encore une fois. Oui. Bien. Alors donc, à vous, chère Madame. Alors, 10 secondes. lorsque l'on met le Martiniquais au centre d'un projet et qu'on a une vision de la Martinique pour le Martiniquais, acteur de la société économique, acteur du développement de son pays et fier de son pays, lorsqu'on met cet humain-là dans cette démarche, il n'y a pas d'autre choix à faire que celui de mettre le bulletin Déclic du nord au sud, du sud au nord, en passant par le centre, afin que notre victoire soit assurée pour une Martinique, acteur de son devenir, fière et forte. Vous voterez Déclic et vous voterez Philippe Joc. Eh bien, merci Madame Hardy-Dessons, Marie-Clotilde, tête de section nord. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'on peut dire, messieurs, dames, qu'on garde le meilleur pour la fin? Oui, c'est bien Oui, ça. Bien sûr, bien On sûr. peut le dire. Oui. on a un manager. Alors, Monsieur Philippe Joc, merci encore une fois à vous aussi d'avoir accepté cette invitation. C'est avec beaucoup de plaisir, mais Martiniquaises et 5 secondes pour faire J'ai autre compris. chose. Parce que mes colistiers ont tout dit. Et Martiniquaises, Martiniquais, nous sommes avec l'équipe Déclic, décidés à vous servir, à servir la Martinique, à mettre nos compétences, notre énergie, nos talents à votre service pour une Martinique forte et fière. Alors Déclic, Paris, pour Martinique, en belle balle. Waouh. Bien, en tout cas, merci à vous, merci Madame Joëlle Linor, merci Madame Marie-Clotilde Hardy-Dessons, merci Monsieur Merci Serge pour cet Sainte-Rose, merci Monsieur Philippe Joc, merci à toi Grégory du côté de la technique, et puis aussi et surtout, merci à tous nos amis téléspectateurs qui nous ont fait l'honneur et l'amitié de nous suivre encore une fois ce soir. Et puis n'oubliez pas, donc allez voter le 20, qui vous voulez. Mais, Déclic. voilà. Déclic. Et puis, Et merci à vous, monsieur. prenez soin de vous et des autres. À bientôt. Merci.